Je serai très court parce que finalement aujourd'hui, face à l'urgence climatique, j'allais dire, plus de discours, plus d'incantations, mais ce qu'attendent aujourd'hui les citoyens, les entreprises, les étudiants, les universitaires, les chercheurs, c'est aujourd'hui des actions. La COP21 nous a donné un cap, une émulation de mobilisation collective. On voit, quand on regarde aujourd'hui quels sont les pays européens qui la respectent, nous en sommes très loin. Alors, le parti pris que nous avons souhaité prendre, la Tribune, avec toutes ses rédactions et ses bureaux régionaux en France, mais aussi son bureau régional en Afrique, plus particulièrement à Casablanca, c'est de se dire, sans pour autant réduire ou nier le rôle important des États dans l'action climat, nous croyons, nous, que les villes sont les éléments moteurs aujourd'hui pour agir sur la question du climat. Et faire ce forum Objectif Zéro Carbone, le thème retenu pour cette 5e édition du Grand Paris, est un choix volontaire de mettre en première ligne les villes qui peuvent être justement les collectivités locales qui apportent à la fois la taille critique pour apporter des solutions concrètes, parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous attendons, des solutions concrètes apportées par l'intelligence collective, à la fois de la part des fonctionnaires, des services techniques que je salue ici, mais aussi bien sûr de beaucoup d'entrepreneurs qui participent à l'écosystème de ce Grand Paris. Ici, durant ces 2 jours, il va y avoir des hommes qui nous inspirent, qui nous rappellent justement que l'urgence, elle n'est pas à 2, à 3, à 10 ans. L'urgence, elle est devant nous. Et je serai ravi tout à l'heure d'accueillir Bertrand Piccard qui ouvrira ce forum qui, lui, justement, vous en parlera, essaie de collecter plus d'1 millier de solutions à travers le monde qui pourraient être mises en application dès aujourd'hui. Dans ce forum, vous rencontrerez bien entendu beaucoup d'entreprises, je pense notamment cet après-midi. Bien sûr, la question du climat, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le sujet de la mobilité, le sujet du bâtiment qui génère le plus de gaz à effet de serre. Et donc, il y a matière et des opportunités à innover dans ce secteur. On parlera bien sûr d'autopartage, de gratuité de transport, de nouvelles mobilités. Ça sera beaucoup de ces sujets-là qui seront traités dans l'après-midi, mais pas que d'autres. Je vous invite à lire le programme. Demain sera un moment important parce que, je le dis d'autant plus facilement que, comme Anne Hidalgo, vous l'aurez remarqué, n'ouvrira pas ce forum, mais le clôturera, je trouve que c'est plus facile de dire des choses gentilles aux hommes politiques, surtout quand elles ne sont pas là, parce qu'on pourrait dire que si elle était là, que ça serait de la complaisance entre journalistes et politiques. Mais comme moi, j'ai rarement la langue de bois, simplement je dirais que ce qui me fait plaisir demain, c'est de voir beaucoup de maires de métropole, cher Emmanuel, qui seront présents au-delà des clivages politiques droite-gauche. Je pense au président de la métropole du Grand Paris, Patrick Oyer. Je pense à Alain Juppé, qui sera là demain à midi parmi nous. Je pense à d'autres maires de métropole, de Rouen, de Montpellier, de Toulouse. Tout ça pour vous dire que nous, c'est vrai que la Tribune, on s'est plutôt rangé, en général, plutôt comme un journal anticonservateur. Et j'ai été quelquefois navré ou déçu que l'on essaye de persécuter ou mettre toutes les critiques sur une femme. C'est sûr que quelquefois, c'est un peu difficile d'avoir raison trop tôt. On pourra toujours contester les méthodes, et ça peut être l'objet de débats ici, le débat est libre. Mais ce que je constate, c'est qu'Anne Hidalgo n'est plus une femme seule aujourd'hui, c'est une femme entourée des autres présidentes des métropoles françaises, au-delà de tous les clivages politiques, comme je l'ai dit, parce que la question et l'urgence du climat aujourd'hui doit nous rassembler tous, et que l'enjeu aujourd'hui de ce qui se passe dans nos villes, dans nos métropoles, est assez préoccupant. Et s'il y a un élément qui peut être positif, qui doit conduire nos réflexions, nos débats durant ces 2 jours, c'est que nous sommes en capacité d'agir, pas demain ou après-demain, mais nous sommes en capacité d'agir aujourd'hui.
Et je crois que la centaine de speakers qui interviendront dans ce forum vous démontreront qu'on peut tous agir. Je suis ravi que le président de la République ait choisi cette date pour annoncer ses orientations en matière de transition énergétique. Il choisit une bonne date, comme ça nous permettra de débattre, d'alimenter, de commenter. Donc il nous offre une opportunité. Mais puisque la première annonce qui a été faite, c'est de créer un haut commissaire sur ce sujet-là, moi, franchement, j'ai envie de vous dire, en laissant ensuite la parole à Emmanuel Grégoire, puis avant Carlos Moreno, c'est que si j'ai un objectif, moi, pour ces 2 jours, ce n'est pas de mettre en place un haut commissaire, c'est que vous soyez tous des membres de ce haut commissariat, parce que je considère que vous devez être tous aujourd'hui ambassadeurs de cette action urgente et commune. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir le premier maire adjoint à la ville de Paris. Cher Emmanuel Grégoire, c'est à toi. Je te remercie. Bonjour à tous. En attendant que Carlos Moreno nous rejoigne du Népal, il me revient d'abord d'excuser la maire de Paris qui a dû prolonger un déplacement international, mais heureusement elle sera revenue demain pour participer aux échanges et clôturer les débats. Et je le dis d'autant plus qu'évidemment le thème de ces 2 jours de débat que nous allons avoir, d'échanges sur une multitude de thèmes qui sont liés à cette ligne directrice de l'objectif zéro carbone, ont une résonance pour la ville de Paris, pour Anne Hidalgo, pour les politiques publiques que nous menons, particulièrement importante. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de débattre de la capacité de grandes villes mondiales d'arriver à réduire leur empreinte environnementale. Il s'agit plus fondamentalement de répondre à une question qui, je crois, stresse beaucoup l'humanité, stresse beaucoup l'opinion publique. C'est, est-on capable, sur la toute petite planète et très fragile sur laquelle nous vivons, de nous diriger vers un modèle de développement qui ressemble vaguement à une soutenabilité qui permette d'imaginer un développement serein, un développement dans lequel il y a du partage et dans lequel la promesse du chaos climatique n'est pas une certitude. Et ça, disons-le avec honnêteté, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'en dépit des efforts très importants qui sont déployés dans beaucoup d'endroits de cette planète, parce qu'il y a heureusement beaucoup de bonne volonté, la réalité est que les chiffres sont et restent cruellement alarmants. Et même l'ambition de la COP 21, eh bien, nous ne sommes pas collectivement au rendez-vous des résultats. Et si nous n'arrivons pas à infléchir cette tendance assez fondamentale du développement de l'humanité, nous allons au-devant de grands désordres sociaux, nous allons au-devant de grands désordres démocratiques, et la promesse de l'avenir ressemble de plus en plus à une promesse tout à fait désespérante. Alors, on sait que le pessimisme est par nature un mot très puissant de notre temps, mais force est de constater qu'il faut mettre un gros coup de collier en la matière, et Anne Hidalgo y a beaucoup contribué et essaye très modestement d'y apporter sa pierre. Pourquoi ? Jean-Christophe l'a évoqué en introduction, probablement parce que les villes sont l'un des endroits dans lesquels les leviers de politique publique sont les plus efficaces pour engager la transition énergétique environnementale. En matière d'urbanisme, que ce soit d'ailleurs des pouvoirs réglementaires ou des pouvoirs opérationnels de mise en œuvre de programmes d'aménagement, à travers le levier de la mobilité, j'y reviendrai dans quelques instants, à travers le levier de la conception, des modèles de logistique urbaine, d'alimentation, etc., que nous souhaitons promouvoir dans les grandes villes. Je vais reprendre quelques chiffres pour vous donner l'ampleur de l'ambition qui nous anime et sur lequel nous avons, à la ville, pris des engagements. D'abord, dire que ces engagements, ils s'inscrivent dans une démarche très internationale. Jean-Christophe l'évoquait, c'est à la fois des engagements très partagés, certes à des niveaux différents, mais très engagés au niveau du réseau, notamment du C40, mais c'est aussi le cas de CGLU, c'est aussi le cas des différents
instances dans lesquelles l'ONU a à s'impliquer. C'est aussi le cas, et on y est très sensible à Paris, dans les grandes métropoles françaises à travers l'association France Urbaine, et où effectivement, au-delà des différences politiques qui peuvent parfois nous animer, et heureusement en démocratie, nous avons, et c'est une évidence, beaucoup de convergences en matière d'ambition environnementale avec toutes les grandes villes, parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes de la production de déchets, de la construction, du besoin de construction de logements, du besoin d'expansion, ce sujet épineux et de plus en plus épineux dans l'opinion de la densification, de la relation à la qualité de vie de son environnement immédiat. Et donc, sur ces bases largement partagées, nous avons pris des engagements dont l'ampleur fait mesurer tout le chemin qui reste à parcourir. C'est quoi? C'est le fameux plan climat que nous avons adopté, qui a deux séquences d'engagement quantitatifs différents, un horizon 2030 et un horizon 2050. À l'horizon 2030, je passe rapidement parce qu'on y reviendra plusieurs fois dans la journée, mais c'est réduire de 50% l'émission de gaz à effet de serre intramuros, c'est réduire de 40% l'empreinte carbone de Paris, c'est réduire de 35% les consommations énergétiques et développer un mix énergétique de 45% d'énergie renouvelable. Et quand on se projette à l'échelle de 2050, qui est une échelle qui est extrêmement longue pour les modestes élus locaux que nous sommes, mais qui est celui de l'échelle de la transformation radicale des territoires, c'est là une ambition, d'où le zéro carbone, un objectif zéro émission de gaz à effet de serre, une réduction de 80% de l'empreinte carbone, un mix énergétique à 100% d'énergie renouvelable dans une enveloppe globale de consommation réduite de 50%. Pour ça, nous avons détaillé les leviers de politique publique que nous avions l'intention de mobiliser. Je vais les passer en revue rapidement parce qu'à la fois, ils donnent une idée de l'arc extrêmement large des politiques publiques de transformation environnementale des collectivités et au-delà de nos modèles de société, mais aussi parce qu'ils en mesurent une partie de la difficulté, de l'ambition et du courage. Jean-Christophe Tortora a eu la gentillesse de le souligner, du courage qui n'est pas la première des qualités en politique, incroyable qu'il faut pour assumer cette transformation. Et cette transformation, elle repose sur une ambition, sur un courage politique, mais elle repose d'abord et plus fondamentalement sur l'adhésion de nos concitoyens. Et je ne sais pas quel sera votre témoignage lors des débats que nous aurons au cours de ces 2 jours, mais l'un des phénomènes auxquels nous avons assisté, et sans doute avec plus d'acuité dans certaines grandes métropoles qu'ailleurs sur notre territoire, est l'actualité sociale, brutale, à la fois touchante et inquiétante à laquelle nous assistons, est aussi une mise en abîme de cette tension que crée l'ambition de la transformation énergétique et les impacts que ça a, et de rappeler que la question environnementale est d'abord et fondamentalement une question sociale. Eh bien, nous avons dû mobiliser des leviers de politique tout à fait complets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir des énergies carbonées. Ça passe d'abord dans notre esprit par la révolution des mobilités. Il n'a échappé à personne ici sans doute que Paris, comme d'autres grandes villes du monde, mais sans doute avec une acuité encore plus particulière, a accéléré la transformation radicale de son modèle de mobilité, dans lequel, pour faire simple, nous voulons mettre fin au règne de la propriété de la voiture individuelle au profit d'une économie du partage et de l'usage. Voilà. C'est l'usage qui est au cœur de la mobilité moderne. Et si l'usage est au cœur de la mobilité moderne, c'est précisément parce que dans les besoins de mobilité de nos concitoyens, ils n'ont pas besoin d'une voiture, ils ont parfois besoin d'une voiture, parfois besoin d'un train, parfois besoin d'un RER, parfois d'une patinette électrique, d'un gyropode, et que la mission des pouvoirs publics est de l'accompagner. L'accompagner en déploiement, c'est-à-dire en pouvoir réglementaire, tarifaire, conventionnement, etc., en financement. Dans notre esprit, clairement, la question d'un panier de mobilité se posera sur les mobilités innovantes, parce que sinon, le risque ségrégationniste réapparaîtra sur les mobilités innovantes, et que ça s'accompagne d'une politique assumée, et donc, là, je suis sûr, nul ici n'est resté à l'écart, une politique de restriction de la place de la voiture en ville, qui est à la fois réduire le trafic automobile à Paris. Il a beaucoup réduit
ces dernières années et depuis longtemps maintenant, à la fois pour réduire la pollution générée par cette circulation automobile et aussi pour rééquilibrer l'usage de l'espace public au profit de l'ensemble des différents usagers qui peuvent y recourir, et que ce sera aussi un moyen incitatif extrêmement puissant pour favoriser d'autres modes de mobilité. C'est plus confortable de faire du vélo dans un endroit qui est un petit peu moins consacré à la voiture que de se mettre à faire du vélo dans une 2x4 voies, comme c'est le cas encore dans beaucoup de grandes villes du monde. Évidemment, il y a eu cette action symbolique qui est donc importante parce que la politique est faite de symboles de la piétonisation des voies sur berge. Je ne ferai pas ici un rappel de toutes les agonies qu'a eu à subir Anne Hidalgo sur ce projet. En politique, à la fin, on se contente des victoires symboliques et en la matière, non seulement ça a été une victoire juridique, mais symboliquement, aujourd'hui, plus personne ne souhaite revenir, enfin plus personne, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais enfin très majoritairement, au moins la classe politique qui était pour une partie d'entre elles très mobilisée contre la piétonisation, dit, et c'était un peu notre sentiment, que c'est le sens de l'histoire et qu'il faut continuer à accompagner ce rééquilibrage en faveur d'autres mobilités. C'est évidemment le soutien au transport public plus classique. Nous venons d'inaugurer un nouveau tramway. C'est, je l'espère, vous l'observez, et je l'espère que nous y arriverons, une transformation radicale du vélo, de la place du vélo à Paris, comme Amsterdam a su le faire il y a déjà bien plus longtemps que nous, et comme d'autres villes dans le monde, notamment scandinaves, ont réussi à le faire. Oui, nous pensons que le vélo, qu'il soit d'ailleurs vélo à assistance électrique ou non, est un moyen d'avenir de déplacement individuel pour 1000 raisons: protection du pouvoir d'achat, protection environnementale, respect du partage de l'espace public, que ça nécessite des politiques publiques volontaristes qui font la joie des cyclistes, un peu moins la joie des automobilistes, nous en avons conscience. Il faut prendre la mesure de l'évolution du paradigme d'organisation des foyers parisiens en la matière. En 2001, 60% des foyers parisiens avaient une voiture. Ils ne sont plus que 37% aujourd'hui, et c'est une tendance qui va à la baisse. Ce qui ne veut pas dire que les Parisiens n'ont pas besoin de voiture. Ils ont parfois besoin de voiture. Ils en louent en autopartage pour les déplacements courts. Ils en louent sur longue durée lorsqu'ils partent en vacances. Un des leviers essentiels, tu l'évoquais Jean-Christophe en introduction, évidemment la question de la conception urbaine, de l'aménagement, de la question de la rénovation des logements. Nous avons engagé en la matière une politique extrêmement volontariste de rénovation des logements, avec 48 000 logements rénovés dans le parc public pour 22 000 et 26 000 dans l'aide à la rénovation du parc privé. Il faut savoir que c'est l'un des sujets essentiels pour l'objectif notamment de réduction de la consommation énergétique et beaucoup de programmes de politique publique d'accompagnement. Ensuite, un exemple qui nous paraît très intéressant, qui est un mixte d'ailleurs entre la conception urbaine et les sujets de végétalisation, de débitumisation, comme on dit, qui est celui des îlots de chaleur, de la lutte contre les îlots de chaleur et de l'aménagement de l'espace public, de l'aménagement d'un certain nombre d'équipements publics pour faire en sorte de préserver à la fois la qualité de vie de nos jeunes écoliers, mais aussi pour faire ces îlots de fraîcheur, comme on dit. On a développé un grand programme de cours Oasis qui consiste à repenser totalement les cours d'école pour en faire des îlots de fraîcheur végétalisés, avec l'objectif de 100% de cours en 2040, et nous en avons 30 qui seront mis en chantier en 2019. Évidemment, la végétalisation de l'espace public, et il faut comprendre la dissonance que ça peut créer chez un certain nombre de nos concitoyens. Lorsque l'on dit que nous arrêtons d'utiliser les pesticides et que même nous arrêtons de retirer les mauvaises herbes parce que ça concourt à la qualité de vie dans l'espace public en matière de captation de CO2, en matière d'îlots de fraîcheur, etc. Eh bien, esthétiquement, c'est en dissonance avec l'image très minérale que nous avons historiquement de Paris. Et il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer que lorsque nous laissons des herbes folles pousser dans les rues de Paris, ce n'est ni par fainéantise, ni par économie, et pourtant l'adjoint aux finances que je suis peut parfois y être sensible, mais simplement parce que c'est un des leviers indispensables qui est engagé dans toutes les grandes villes du monde pour essayer
de remettre un petit peu de nature en ville. Il y a évidemment ce sujet qui n'est pas du tout cosmétique de l'agriculture urbaine, parce que les espaces urbains ont de très grands espaces aménageables en production agricole à vocation rentable, outre l'argument extrêmement convaincant du circuit court. Et donc nous avons là aussi développé beaucoup de choses en la matière, de grands programmes de plantation d'arbres, d'essayer de refavoriser la biodiversité en ville, qui est évidemment éminemment liée à la question de la végétalisation, le développement des programmes d'économie circulaire. On fait beaucoup de choses qui sont encore assez inabouties, notamment des expériences mitigées sur, par exemple, le tri des biodéchets. C'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent en public. Les Parisiens ne sont pas encore totalement disciplinés en la matière, donc là aussi un enjeu de pédagogie important, parce que le tri des biodéchets est un des leviers essentiels pour produire de l'énergie, mais aussi pour gagner en tonnage de déchets générés et donc à traiter par incinération ou par enfouissement. Tous les programmes qui concourent à réintroduire de la fabrication de proximité, à la fois pour l'emploi, mais aussi pour ce qu'on dit le réemploi, plutôt que d'acheter et de détruire, avec cette mode extrêmement intéressante de développement des recycleries qui sont en train de s'installer, et évidemment le sujet de l'alimentation durable, parce que l'approvisionnement des grandes métropoles en denrées alimentaires est un élément tout à fait central. Pour ça, il y a deux leviers, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est évidemment d'abord la conscience citoyenne, et il y a vraiment un changement de conscience qui a émergé, nous le ressentons en tout cas comme ça, depuis quelques mois, quelques années, que nous ressentons dans le dialogue que nous avons avec la population, qui est beaucoup plus volontariste en matière de sensibilité environnementale, à la fois parce que je crois que l'actualité internationale y a beaucoup concouru, aussi parce qu'il y a encore des pics de pollution qui exposent la santé de nos concitoyens et qu'ils éprouvent peut-être pour la première fois de l'histoire qu'est-ce que concrètement ça fait en matière d'affection pulmonaire, en matière de poly-infection chez les nouveau-nés et chez les jeunes enfants, dont on ne cessera de rappeler l'impact mortel que ça a sur la population. La pollution, ça tue. Si nous ne rétablissons pas une trajectoire plus soutenable, nous allons perdre de l'espérance de vie dans les années qui viendront. Et c'est même pire que ça, on reverra apparaître des fractures sociales extrêmement puissantes entre ceux qui auront développé des technologies qui les permettront de se tenir un petit peu à l'abri de ce risque environnemental, et la plus grande majorité de nos concitoyens qui y seront confrontés. Le dernier sujet que je vais évoquer, on le refera tout à l'heure lors de la table ronde à laquelle je participerai, c'est le sujet du financement de ces politiques publiques. C'est un grand débat qui pourrait nourrir un colloque à lui tout seul. Est-ce que la transition énergétique, ça coûte ou pas? Oui, ça coûte évidemment. À la ville de Paris, le surcoût qui est lié à notre ambition environnementale, il est très élevé. C'est-à-dire que quand vous décidez une sortie un peu brutale du diesel, ça veut dire remiser des véhicules, ça veut dire en acheter de nouveaux. Lorsque vous introduisez des clauses environnementales dans les marchés publics, que ce soit sur les modalités de livraison au dernier kilomètre, que ce soit sur les transports avec des normes Euro 5, Euro 6, dès lors que nous pouvons le faire, eh bien oui, il y a un surcoût. Mais la question, c'est est-on socialement en capacité d'accepter le surcoût que cela représente? Et je crois que c'est au cœur du sujet de la fiscalité sur les carburants. Est-ce que nous sommes capables d'accepter socialement ce surcoût de la transition environnementale? Pour une double raison. Le premier, c'est que notre planète est une petite chose fragile et que le jour où elle ira mal, on verra que le coût est infini. Et la deuxième chose, c'est que c'est au cœur du contrat social. C'est que nous acceptons, à titre individuel, de nous imposer quelques contraintes au prix d'une ambition collective de transformation. À la ville, nous avons deux outils complémentaires que j'évoque. En matière de financement, on y reviendra. C'est d'abord les green bonds, c'est comment je lève des fonds sur les marchés obligataires pour nous, sur la base d'engagements de transition énergétique. Et vous verrez qu'à ma grande surprise, parfois, il y a une très grande appétence des investisseurs internationaux pour ce type de produits financiers. Et un autre exemple qui est le Paris Fonds Vert,
qui lui est un fonds d'investissement, avec y compris les exigences de rentabilité d'un fonds d'investissement, dans la transition environnementale, c'est-à-dire d'investir dans des sociétés de croissance dont le cœur du métier est de favoriser la transition énergétique en ville. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais c'était à la fois pour moi un moyen de rendre hommage à Anne Hidalgo, vous ne lui direz pas, parce que chaque jour je mesure la profondeur, la sincérité de cet engagement et les risques parfois qu'elle prend à l'assumer. Mais je crois qu'elle, avec d'autres grands-mères du monde, heureusement avec d'autres chefs d'État, malheureusement la première puissance du monde n'est pas au rendez-vous et c'est évidemment un énorme problème pour nous tous. Mais il y a beaucoup de femmes et d'hommes de bonne volonté dans notre monde pour essayer de dessiner ce chemin qui permettra à l'humanité de se construire un avenir qui ne soit pas celui seulement de la promesse du chaos ou du déclin. Et je crois beaucoup que dans les tensions sociales, dans les tensions très vives que traverse notre pays, mais aussi, on peut le constater, beaucoup de pays du monde, la question environnementale est sans doute l'une des clés essentielles de la pédagogie que nous devons mettre en œuvre, expliquer, pour dire que, il n'y a aucune fatalité à voir notre monde s'effondrer sur lui-même. Et deuxièmement, pour revenir au thème qui va nous occuper pendant 2 jours, les villes, à leur modeste place, ont sans doute une clé essentielle de ce débat. Donc heureux de consacrer ces 2 jours avec vous. On aura beaucoup d'échanges riches à venir. Merci à tous.